Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le dialogue politique majorité-opposition au Burkina a accouché d'une souris. Les discussions ne sont pas allées au-delà des préalables et le constat d'échec a été dressé par les deux camps ce lundi 6 octobre 2014. Dilma Rousseff sera bel et bien présente au second tour de la présidentielle au Brésil, arrivée largement en tête au premier tour, et défendra son fauteuil face au candidat social-démocrate Neves qui a créé la surprise en devançant la candidate socialiste. Tout d'abord, ce communiqué de la direction de la presse présidentielle sur invitation de son homologue taïwanais Ma Ying-jeou, le président du Faso Blaise Compaoré participera du 7 au 14 octobre à la commémoration de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan. Cette visite sera l'occasion pour les deux chefs d'État de célébrer le 20e anniversaire du rétablissement des relations entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Le Burkina a renoué ses relations diplomatiques avec Taipei en février 1994. Depuis lors, la coopération entre les deux pays connaît un renforcement constant. Le président du Faso entend saisir l'occasion de son séjour pour renforcer davantage les relations entre les deux États. Dialogue politique à présent, c'est la fin sans résultat. L'annonce a été faite en fin de matinée par la majorité et dans l'après-midi par l'opposition. Assimi Kwanda, représentant de la majorité, impute l'échec du dialogue à l'opposition. Il annonce que les concertations vont se poursuivre dans d'autres cadres. Adjima David Tombiano, précision. Le dialogue politique initié par le président du Faso le 23 septembre dernier entre la majorité et l'opposition réunie autour du chef de file de l'opposition n'a finalement pas porté fruit. Les deux partis se quittent sur un constat d'échec et c'est la majorité qui a porté la nouvelle ce lundi en fin de matinée. Pour le coprésident du dialogue politique représentant la majorité, c'est l'opposition qui porte la responsabilité de l'échec du dialogue qui avait suscité tant d'espoir dans la classe politique et chez les citoyens. Dès le début du dialogue, la majorité s'est montrée très ouverte et prête à des fléchissements de ses positions, à des rapprochements de ses positions avec celles de l'opposition en vue naturellement de trouver un compromis qui renforce la démocratie, qui renforce la paix et qui renforce également le dialogue entre frères et sœurs d'une même nation. Les désaccords se sont achoppés autour du traitement des points de non-consensus. Nous avons dans ce cadre-là admis de façon consensuelle que les points d'accord seront mis en œuvre selon un calendrier qui sera dressé. Les points de désaccord et le point qui est à l'origine du blocage concernent les points de désaccord et qu'est-ce qu'il faut en faire. L'opposition a voulu un accord sur le non-accord. Et la majorité a simplement souhaité et demandé que les points de non-accord puissent être consignés dans le rapport et présentés au chef de l'État, qui est l'initiateur du dialogue, en vue de nouvelles initiatives.
Et naturellement, l'opposition a estimé que cette formulation ne lui convenait pas et a demandé la semaine dernière, mardi précisément, la suspension des travaux pour pouvoir consulter sa base. Et nous sommes retrouvés ce matin pour constater, après la reprise des travaux, la décision de l'opposition de quitter le dialogue. Pour la majorité, le dialogue se poursuit dans le cadre du Front républicain qui réunit aussi bien des partis de la majorité que de l'opposition. Le dialogue politique instauré entre la majorité et l'opposition a donc pris fin ce lundi sur un constat d'échec. Le chef de file de l'opposition a organisé cet après-midi une conférence de presse pour faire le point des discussions qui n'ont pas franchi l'étape des préalables. Zéphirin Diabré et ses camarades estiment que cet échec ne profite à aucune partie car les questions qui divisent la classe politique nationale restent en suspens. Sié Sylvestre Da. L'opposition politique burkinabé dit prendre acte de l'échec du dialogue politique inclusif initié par le président du Faso. L'opposition dit être partie à ce dialogue dans l'espoir d'obtenir des résultats qui permettent de préserver la paix et la cohésion sociale. Mais elle estime que les principes fondamentaux d'un dialogue inclusif n'ont pas été respectés. Et en effet, devant le préalable réitéré par le coprésident et chef de la délégation de l'opposition politique sur la question « Que fait-on des points de désaccord ?», la délégation de la majorité n'avait pas de solution à ce questionnement. De ce fait, les deux coprésidents ont été chargés d'aller informer l'initiateur du dialogue politique inclusif, à savoir le président du Faso. Au cours de cet entretien, le président du Faso a demandé aux deux coprésidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. Ce compte-rendu des deux coprésidents a mis fin à la séance d'aujourd'hui, ainsi qu'à l'initiative du président du Faso pour la tenue d'un dialogue politique inclusif entre la majorité et l'opposition politique. Les questions relatives à la révision de l'article 37, à l'installation du Sénat, à l'organisation des présidentielles de 2015, ainsi que les questions relatives au Conseil constitutionnel et à la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles pour la consolidation de la paix, sont les points sur lesquels opposition et majorité avaient convenu de discuter. Des points qui n'ont pas été abordés à cause du désaccord sur le préalable. L'opposition refuse cependant que cet échec lui soit imputé. On n'est pas à l'origine de quelque échec que ce soit. On nous a invités, on a d'abord un débat politique qu'on mène. On a des questions qui sont posées. On nous invite à un dialogue. Nous partons. Mais nous partons aussi sur la base de nos positions, de nos principes et du mandat que nous a donné la base. Nous, on préfère rester fidèles aux positions de la base parce que c'est important en politique. Zéphirin Diabré et ses collaborateurs estiment que cet échec du dialogue politique inclusif ne saurait être aussi vu comme une victoire ni pour le président du Faso, ni pour l'opposition, ni pour la majorité. Personne n'est gagnant dans cette affaire, surtout pas le président Compaoré. C'est pour cela d'ailleurs qu'il imagine la possibilité de continuer les échanges sous d'autres formes. Nous disons que le plus grand perdant de ce qui vient de se passer aujourd'hui, là, c'est la population burkinabé. Les partis regroupés au sein du chef de file de l'opposition politique à l'occasion ont rappelé leur position par rapport à la situation nationale. Une position qui se résume à l'opposition à la modification de l'article 37, au référendum et au Sénat. Politique toujours, les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de l'arrondissement 6 de Ouagadougou ont exprimé à nouveau leur soutien au président du Faso à travers une manifestation politique organisée dans l'arrondissement. Ils ont réaffirmé à cette occasion leur adhésion à l'organisation d'un référendum sur la révision de l'article 37 et sont favorables à la mise en place du Sénat. Bouma Ernest Nebié.
Les militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP des secteurs du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou ont répondu massivement à l'appel du PDG de l'entreprise Soleil Levant Yacouba Kinda, principal organisateur de ce meeting. Un meeting à travers lequel militants et sympathisants ont réaffirmé leur engagement aux côtés du président Compaoré pour la mise en place du Sénat et l'organisation du référendum. Nous veut toujours supporter notre président du Faso là. On est avec lui toujours. On veut qu'il n'a qu'à rester au pouvoir. Pour l'organisateur du meeting, Yacouba Kinda, ce soutien au président du Faso, Blaise Compaoré, est dû à son engagement pour la paix et le développement du Burkina Faso. On préfère rester avec Blaise. Vraiment, nous, on est avec Blaise. Nous, on n'est pas l'autre candidat et ce n'est pas Blaise Compaoré. Notre candidat 2015, c'est Blaise Compaoré. On va aller en référendum, c'est obligé. Ce n'est pas à Burkina seulement. La jeunesse n'a qu'à vraiment ouvrir les yeux et regarder à 10 ans passés et aujourd'hui où on l'a avancé. Le secrétaire général de la section CDP du Kadiogo, qui a, au nom du secrétaire exécutif national du parti Assimi Kwanda, apprécié l'organisation de ce meeting, a saisi l'occasion pour réaffirmer la bonne santé du parti majoritaire et sa ferme volonté d'aller au référendum. Pourquoi ne pas aller au référendum si nous sommes puissants? Nous sommes tous les deux puissants. C'est pour ça que j'ai sifflé la fin du match, parce que nous n'avons plus le temps pour aller pour des entraînements et autres. Nous n'avons pas le temps pour des pénaltys, nous n'avons pas de temps pour des prolongations. Comme je l'ai dit, c'est un coup KO. Allons au référendum et on saura qui est plus fort que qui. C'est dans une ambiance d'euphorie provoquée par des artistes venus soutenir l'initiative que les militants se sont quittés tout en attendant le jour de la convocation du référendum par le président du Faso, Blaise Compaoré. Le comité national d'organisation du 27e anniversaire de la mort du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons a organisé aujourd'hui une conférence de presse. L'idéal sankariste, une conception endogène de développement, c'est autour de ce thème que sera célébré cet anniversaire. Conférence publique, messe de requiem, émissions radio et télé marqueront cette commémoration. Adama Koulibaly. Des messes de requiem dans une dizaine d'églises de Ouagadougou, une conférence publique sur la nécessité de l'unité des sankaristes pour la réalisation de l'alternative au Burkina Faso ou encore un congrès unitaire de 3 partis, ce sont quelques activités de la commémoration du 27e anniversaire de la disparition du président Thomas Sankara et de ses compagnons. La commémoration du 15 octobre en cette année 2014 est placée sous le sceau de l'unité des partis sankaristes. Vous avez 13 associations et partis, formations politiques qui se retrouvent pour l'organisation. C'est du jamais vu. Et en dehors du 20e anniversaire, c'est-à-dire en 2007, on n'a jamais vu cette unité d'action, en tout cas dans cette dynamique d'unition pour pouvoir commémorer. Donc je peux dire que c'est sous le sceau de l'unité, et voire même de l'unité d'action. Et d'ailleurs le contexte national s'y prête, parce qu'au rendez-vous de l'histoire, celui qui vient en retard aura tort. Le dépôt de gerbes sur les tombes du président Sankara et de ses compagnons au cimetière de Dagno le 15 octobre à 16h va constituer le point saillant de cette série d'activités. La journée mondiale de l'enseignement célébrée chaque 5 octobre donne l'occasion aux syndicats de l'éducation du Burkina de se retrouver pour faire un bilan de leur lutte. Au cours d'une conférence de presse, ils ont exprimé aujourd'hui leur mécontentement concernant les réformes qui s'opèrent actuellement dans le système éducatif burkinabé. Claudine Bikaba. Les syndicats de l'éducation du Burkina au nombre de 13, entre autres le SNES, le SINAPAGER, le FSINTER, le SINATRAS, sont à pied d'œuvre pour les activités commémoratives de la Journée mondiale de l'enseignant. Une journée célébrée cette année sous le thème « Unis pour l'éducation, une éducation de qualité pour un enseignement meilleur ». Cette conférence de presse a été le lieu pour eux d'exprimer leur mécontentement par rapport aux réformes actuelles qui sont opérées au sein de l'éducation. Au cours de cette conférence, ils ont aussi présenté les plateformes revendicatives qui se résument en ceci. Comme premier point de revendication, l'arrêt du processus de transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA en attendant de réunir les conditions pour sa mise en œuvre et la prise de mesures nécessaires pour une application efficiente du système LMD dans les universités publiques. Le deuxième point de revendication porte sur l'adoption d'un statut particulier des personnels de l'éducation.
notre revendication est qu'il y ait un statut particulier pour tous les ordres d'enseignement. Troisième point, l'institution d'une indemnité spéciale de logement pour les personnels de l'éducation et la gestion correcte des logements des enseignants. Ils ont décidé de mener des actions si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Restons toujours dans le monde de l'éducation. Renforcer la performance du système éducatif burkinabé, c'est le défi que se sont fixés les acteurs de l'éducation au cours de cette année 2014-2015. Pour ce faire, le gouvernement multiplie les gestes en faveur de la scolarisation des enfants, comme ici à l'occasion du lancement officiel de la rentrée le 2 octobre à Seba, dans le Yaga. Reportage à Dori, Vincent Tiendrebego. En lançant officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2014-2015, les ministres Moussa Ouattara et Koumba Bouli conjointement tablent sur la qualité de l'éducation à tous les niveaux comme défi à relever. Au moment où le continuum devient effectif, c'est beaucoup de travail pour notre système éducatif et les premiers responsables ne désespèrent pas. Le gouvernement a donné la mesure en disant qu'il faut que nous puissions recruter 2500 enseignants et enseignantes pour le poste primaire. L'autre dimension aussi, c'est de dire 20 000 enfants, donc 20 000 élèves vont bénéficier de l'appui du secteur privé à qui nous allons pouvoir payer entre 60 et 50 000 francs CFA par élève. Et la troisième mesure, la plus importante, c'est la contribution aussi des communes. Et pour assurer une éducation de qualité, les partenaires techniques et financiers s'engagent aux côtés du gouvernement burkinabé. Le ministre a mis l'accent aujourd'hui sur la qualité. Les partenaires techniques et financiers travaillent sur la qualité, sur l'amélioration du curriculum, sur l'approvisionnement de matériaux. Et nous allons continuer cet effort pendant l'année pédagogique 2014. Et nous serons là pour aider les ministres. Au supérieur, la normalisation des années universitaires reste une préoccupation et y parvenir demande que chaque partie joue son rôle, selon Moussa Ouattara. Nous devons obligatoirement, par la sensibilisation, travailler à ce que les étudiants aient une mentalité qui change. Donc il est du devoir et de la seule responsabilité des responsables académiques de programmer par exemple les évaluations au niveau universitaire. Alors quand on programme les évaluations, et que les étudiants ont le sentiment que c'est eux qui doivent décider de programmer, vous conviendrez dans ces cas-là qu'il va être difficile effectivement de rattraper dans le retard et ça pose énormément d'inconvénients pour les étudiants eux-mêmes. Moi je souhaite que les étudiants redeviennent essentiellement étudiants. Selon les premiers responsables des enseignements au Burkina, l'année précédente a connu des résultats satisfaisants et ils espèrent encore plus de quiétude dans les établissements pour plus de résultats au bénéfice de tous. La 29e journée mondiale de l'habitat a été célébrée aujourd'hui au Burkina. Célébration autour du thème « La voix des bidonvilles », une manière de lancer la réflexion autour des questions des bidonvilles qui posent des problèmes d'assainissement et d'insécurité. Cette journée est commémorée chaque année pour rappeler au monde sa responsabilité collective pour le futur de l'habitat humain. Adama Koulibaly. Lutter contre la pauvreté passe aussi par l'amélioration des conditions de vie à travers l'accès à un logement décent. Mais le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, connaît le phénomène des bidonvilles, ces quartiers précaires. Ce type d'habitat est au centre de la 29e journée mondiale de l'habitat, célébrée sous le thème « La voix des bidonvilles ». Nous accompagnons le gouvernement, nous accompagnons les populations dans tous les programmes d'amélioration des conditions de vie des populations pour tout ce qui concerne les problèmes dans les établissements humains. Et les questions de logement, les questions d'assainissement, les questions de changement climatique et autres questions d'amélioration des conditions de vie des populations. Les populations qui vivent dans ces bidonvilles sont confrontées à des situations d'insécurité ou encore de manque d'assainissement. Notre inquiétude repose sur le manque de logement, d'hôpital, d'eau et d'électricité. C'est la misère totale. Le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme a entrepris des mesures afin de réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans ces bidonvilles. Le gouvernement du Burkina Faso, avec l'appui de ONU Habitat, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet d'amélioration des conditions de vie
des populations au niveau du quartier Bissiri. Et là, de concertation avec les populations, nous essayons de les organiser pour voir comment il faut travailler pour essayer d'améliorer les problèmes d'insécurité, les problèmes d'assainissement et d'accès à l'eau potable dans ces quartiers. Cette 29e commémoration a aussi été marquée par une exposition photo sur les conditions de vie dans les bidonvilles. Concertation autour des stratégies d'éradication des mutilations génitales féminines MGF dans la région du Sahel. Une rencontre organisée à Dori la semaine dernière a permis d'échanger sur les causes de la persistance des MGF et de dégager un plan d'action pour rendre efficace la lutte contre cette pratique avilissante et rétrograde. Zoubaviel Dabiré. La pratique de l'excision, un fléau aux conséquences multiples et multiformes sur la santé de la femme et de la jeune fille et contre lequel s'érigent les élus locaux de la région du Sahel et le secrétaire du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision CNL-PCE. Ce jeudi matin à Dori, après une minute de silence en la mémoire de Ama Arba Diallo, les participants à cet atelier de plaidoyer se sont penchés sur les causes de la persistance des MGF dans la région. Cela s'explique par le fait que la région du Sahel est islamisée. Alors que vous savez que certains disent que l'excision, la source de l'excision provient donc de l'islam, c'est-à-dire du Coran, ce qui n'est pas vrai. Et quelquefois aussi, c'est le poids des traditions, les présenteurs socio-culturels qui font que certains pensent que c'est une tradition qu'il faille garder. Pour nous, c'était une opportunité de rencontrer donc les élus locaux, de faire un plaidoyer auprès d'eux, afin qu'à leur retour dans leurs communes respectives et dans leurs villages respectifs, qu'ils soient nos relais pour sensibiliser les populations. Une synergie d'action qui devrait dorénavant se matérialiser dans les plans communaux de développement pour bouter les MGF hors de la région du Sahel, mais encore faut-il que cette lutte soit transfrontalière. Lorsque nous partons au niveau de nos communes respectives, nous allons toujours continuer à sensibiliser les populations. Et surtout, j'ajoute, nous sommes une commune frontalière, donc il faut beaucoup de sensibilisation. Avec même nos collègues du Niger, donc nous essayons même avec le cadre de concertation, essayer de sensibiliser nos populations là-bas pour lutter contre ces phénomènes. Cette session de formation s'inscrit dans la campagne de plaidoyer initiée par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision à l'endroit des élus locaux et ce, en vue de consolider les acquis et de promouvoir l'abandon des MGF au Burkina Faso. Le docteur Mukwege, l'infatigable défenseur des femmes violées en RDC, sera peut-être le prochain prix Nobel de la paix. Son nom figure en bonne place parmi les 200 nobelisables. Ce n'est pas la première fois que ce gynécologue congolais est cité parmi les possibles. Retour chez nous, bientôt seront lancés les travaux de réhabilitation et de construction du marché de Dédougou dans le Moun. L'assurance a été donnée aux commerçants vendredi dernier par le maire de Dédougou que l'infrastructure sera réalisée dans le cadre des festivités du 11 décembre 2014, même si elle ne sera pas prête avant les cérémonies officielles de commémoration. Reportage à Dédougou, Moussa Sanon. Le marché central de la cité du Bankui est dépassé. L'infrastructure a besoin d'une réhabilitation. Une réhabilitation qui devrait voir le jour dans le cadre des festivités du 11 décembre à Dédougou, avec la décision du gouvernement d'investir 350 millions pour la réalisation du projet. Et depuis cette annonce, il y a une année, plus de nouvelles rassurantes sur ce projet. Une situation qui avait poussé le 17 septembre dernier les commerçants dans la rue. Ce vendredi 3 octobre, les nouvelles qui proviennent des autorités municipales sont bonnes. J'ai tenu à rencontrer le syndicat des commerçants, il y a la chambre de commerce et la société civile pour leur donner une information relative aux travaux du marché. Que les gens sachent que le gouvernement a réagi et que d'ici quelques jours, nous allons mettre tout en œuvre pour que l'appel d'offres soit lancé pour que ceux qui seront attributaires des marchés puissent commencer les travaux avant le 11 décembre. Pour les commerçants, la nouvelle du démarrage très prochain des travaux de réhabilitation et de construction du marché est déjà une information qui rassure en entendant la rencontre avec Dakwekwe, la société d'architecture. Ce que l'architecte va dire, avec les 350 millions, ce qu'ils vont faire, on va aller, on ne fera que aller concerter la base
Ce que la base va décider, bon, tout le monde sera informé. Les travaux de réhabilitation et de construction du marché central de Dédougou comprennent 530 boutiques, 2 locaux techniques, 136 étals, 6 bureaux, 1 magasin, 24 boxes de boucherie, un restaurant, une chambre froide et 2 blocs de latrines. Une étude a été menée sur les activités économiques des femmes du Burkina et ses résultats présentés aux partenaires techniques et financiers, à la société civile et aux agents du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit pour tout ce beau monde d'amender le document et de le valider afin d'en faire un outil pour mieux orienter les actions en faveur des femmes. Estelle Judith Assogba. Lors de la Journée internationale de la femme célébrée cette année à Banfora, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre avait commandité une étude sur les activités économiques exercées par cette seconde moitié du ciel au Burkina Faso. Les résultats de cette étude sont recensés dans ce document et sont portés ici à la connaissance des participants. Nous avons souhaité avoir une typologie des différentes activités économiques menées par les femmes sur l'ensemble du territoire national et pour voir quelles sont les difficultés de financement qui sont liées à chaque type d'activité. Donc c'est vraiment l'essentiel de ce rapport qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la panoplie des activités menées par les femmes au niveau du Burkina Faso et des difficultés qui sont liées à l'accès au financement pour pouvoir promouvoir ces activités. Nous attendons des participants qu'ils puissent apporter les amendements et les observations pouvant permettre d'améliorer le contenu de ce document. Au terme de la rencontre, il devrait fournir un rapport qui permettra de mieux orienter les actions de renforcement des capacités des femmes. La TNT a expliqué aux commerçants de Bobo-Dioulasso, initiative de la Chambre de commerce qui entend mettre le monde des affaires au parfum de la télévision numérique de terre. Plusieurs aspects de la TNT ont été évoqués, notamment les postes téléviseurs qui ne répondront plus aux exigences de la TNT. Kadou Romenki. La communication sur la télévision numérique de terre TNT poursuit son petit bonhomme de chemin. Du nouveau dans ce processus, c'est l'expiration du délai d'importation et de vente des téléviseurs qui ne correspondent pas aux normes TNT. L'interdiction d'importation, c'était le 1er juillet. L'interdiction de vente, c'est à compter du 1er octobre. La semaine passée, on était à Ouagadougou. Et cette semaine, on a pu avoir l'opportunité de rencontrer les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins pour les informer donc du règlement en cours et des normes qui ont été adoptées. Au Burkina et dans l'espace UEMOA, aussi bien que dans l'espace de la CEDEAO, c'est le DVB-T2 et la norme de compression MPEG 4 AVC. Alors, pour un importateur de téléviseurs qui va sur le marché international, il lui faut faire attention, dire qu'il veut un téléviseur qui fonctionne dans la norme TNT, et en précisant maintenant la norme qui convient à notre zone, c'est-à-dire le DVB-T2 et la compression MPEG 4 suivi des 3 lettres AVC ou encore HD64. Autre préoccupation revenue maintes fois lors de cette rencontre, c'est la cohabitation entre les programmes satellitaires et ceux TNT. Le satellite demeure toujours une diffusion télévisuelle numérique qui passe par une parabole et un décodeur satellitaire. Donc, pour ceux qui ont les deux ou qui vont avoir les deux systèmes, auront à la fois le décodeur satellitaire et les décodeurs TNT. Les deux vont cohabiter sans se gêner. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut rappeler que la date butoir du basculement de l'analogie au numérique est prévue pour le 17 juin 2015 et coûtera 46 milliards de francs CFA selon la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion. La République de Chine-Taïwan et le Fonds belge de sécurité alimentaire ont uni leurs forces pour réaliser un barrage en faveur des populations de Papangou dans le Gourma. Cette infrastructure hydraulique a été inaugurée le 3 octobre dernier par le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Le barrage de Papangou a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. Reportage Joël Tendambiga. Plus de 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du barrage agro-silvo-pastoral du village de Pampangou, situé dans la commune rurale de Diapangou.
Ce joyau est le fruit de l'ONG Île de Paix en partenariat avec la République de Chine-Taïwan. D'un volume de plus de 1 160 000 m3, ce barrage permettra d'irriguer une superficie aménageable de 100 hectares, dont 21 déjà aménagés. 600 familles se partagent 340 parcelles pour les cultures de contre-saison. Pour l'exploitation et la gestion à long terme de l'ouvrage, l'ONG Île de Paix a outillé les bénéficiaires. Nous avons par exemple donc mis en place différents comités, des riziculteurs, des maraîchers, des éleveurs, bref, de toutes les familles qui vont finalement bénéficier de l'ouvrage. Nous les avons accompagnés pendant plusieurs années à mettre en place les règles de gestion, les règles de fonctionnement. Nous allons les accompagner encore pendant 2 ans. Cette première, j'ai une parcelle dedans. Donc en tout cas, dans ma vie, je vois que ces parcelles m'aident beaucoup. Dans le riz là, je peux avoir au moins de 10 sacs dans ma parcelle. Le ministre de l'Eau, de l'Aménagement hydraulique et de l'Assainissement a félicité les partenaires techniques et financiers pour la réalisation de l'ouvrage et a prodigué des conseils aux exploitants. C'est un joyau pour ces populations et tout ce que je peux faire, c'est leur demander d'entretenir cet ouvrage-là. Parce qu'une chose est de mettre l'ouvrage à la disposition, mais une autre chose, c'est que ces bénéficiaires-là sachent l'exploiter à bon escient. À bon escient parce que ça a une durée de vie et la durée de vie de la retenue dépend de la manière de l'exploiter. Le partenariat Île de Paix commune de Diapango a duré plus d'une dizaine d'années et le barrage du village de Pampango vient augmenter le nombre d'ouvrages réalisés dans cette commune. Le bilan de la 5e édition de l'opération Permis de conduire a été dressé à Koudougou par le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette opération qui permet de promouvoir et valoriser le métier de conducteur et de donner des opportunités d'emploi aux jeunes est appelée à connaître un renforcement. À Koudougou, nous retrouvons Jonas Wemba. L'opération Permis de conduire est une politique du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour l'édition 2013, les premiers responsables de ce programme et les représentants des jeunes et des auto-écoles vont échanger à Koudougou sur les acquis et les insuffisances en vue de dégager de nouvelles orientations pour les actions à venir. En termes d'actions menées sur le terrain, il faut dire que nous avons assuré la formation avec la collaboration de l'association des auto-écoles, la formation de 1425 jeunes. Voilà. Et nous sommes à plus de 80% qui ont eu le code et ensuite plus de 80% également qui ont eu le créneau. Et en termes d'admis au permis de conduire, nous sommes à un taux d'environ 70% à la date où nous faisons la situation. Cette opération Permis de conduire vient comme une réponse aux besoins qui se posent en termes d'emploi dans le domaine de la conduite et de l'entretien des véhicules. Et ce, d'autant plus que le parc automobile et d'engins à 2 roues devient considérable au Burkina Faso. C'est un grand rendez-vous sportif qui n'aura pas lieu cette année du fait de l'épidémie à virus Ebola qui touche depuis plusieurs mois la sous-région ouest-africaine. Le Tour du Faso 2014 a été purement et simplement annulé par le gouvernement burkinabé dans la même logique que d'autres manifestations qui devaient avoir lieu au cours du dernier semestre. Le ministre des Sports et des Loisirs a donné ce matin une conférence de presse autour de cette annulation. Lassina Savadogo. Pour la première fois depuis 1987, le Tour du Faso n'aura pas lieu. Annoncé jeudi dernier au point de presse du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 1er octobre, le Tour international du Faso est victime du virus Ebola. Et à moins d'1 mois de la grande boucle, la décision est tombée. Le colonel Yacouba Ouedraogo, ministre des Sports et Loisirs, de se montrer très clair sur l'édition 2014. Le Tour, là, cette année, il n'y aura pas de Tour du Faso. Donc on va attendre l'année prochaine, tout en souhaitant effectivement que on puisse en tout cas vaincre, j'allais dire, Ebola. Sinon, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Si l'année prochaine ça continue à être comme ça, on va continuer à reporter notre Tour du Faso. Mieux, il n'y aura pas de tour au rabais. On ne doit pas s'amuser avec le Tour du Faso. C'est un grand tour qui fait honneur à notre pays. C'est un patrimoine national. Et on ne doit pas comparer ce tour-là à d'autres tours de certains pays. Et ça, il faudra aussi que vous le sachiez. Ce Tour du Faso ne doit pas être comparé à d'autres tours où
c'est les locaux seulement qui font leur tour entre eux. Ça, ce n'est plus un tour de façon. Si vous voulez, on peut faire une autre compétition, mais on ne va pas appeler ça tour de façon. De façon, ce n'est pas avec les locaux. Un report qui permettra au ministère des Sports de repenser du même coup l'organisation de la fête de la Petite Reine. Et nous allons voir en même temps comment nous allons réorganiser le tour du Faso. Nous sommes en train de prévoir un secrétariat permanent qui va s'occuper uniquement du tour. Le virus Ebola a eu raison du tour du Faso. Tous espèrent que la résurrection aura lieu l'année prochaine. La santé n'a pas de prix, mais rien ne vaut la santé, dit-on. Le gouvernement lui préfère prévenir que guérir. Un autre détour par l'actualité internationale avant de nous séparer. Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, est arrivée largement en tête du premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé hier avec 41% des voix. Elle devance le candidat social-démocrate Neves et la candidate écologiste porte-parole des socialistes qui était donnée pourtant largement vainqueur du scrutin. Dilma Rousseff a remercié ses électeurs et les a appelés à poursuivre la lutte. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. La RTB, excellente soirée à toutes et à tous.